Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour Attitude à succès. Mon invité, Alex Dumais, des attitudes à succès, tu connais ça. Et je suis contente que tu aies accepté mon invitation pour partager ça avec nous. Moi également, Lise. Alors, tu es arrivé au Québec, ça fait combien de temps? En fait, ça fait plusieurs années. Je suis arrivé au Québec en 2002. En 2002. Plus précisément le 24 août 2002. On se souvient de la date. Effectivement. Tu avais quel âge? Oh, je vous dirais que j'étais dans la vingtaine. Alors, quand on fait un changement comme ça, tu es d'origine haïtienne. Haïtienne. Ouais. Alors, qu'est-ce qui motive de t'en venir au Québec comme ça? En fait, dans mon cas à moi, ça a été très particulier parce que j'ai eu le privilège d'avoir une bourse d'études pour venir étudier au Québec. Donc, c'est ce qui m'a amené à être au Québec. Et puis, pendant les études, je suis tombé en amour avec le Québec. Et puis, j'ai adopté le Québec. Et puis, depuis, je vis au Québec. Donc, c'est mon nouveau pays. Et tu tombes en amour avec le Québec avant d'être tombé en amour avec ta femme? Très bonne question. Très bonne question. Je vous dirais la réponse est oui. Parce que ma conjointe actuelle, je l'ai rencontrée en 2009. Okay. Donc, j'étais déjà en amour avec le Québec depuis 2003-2004. OK. Alors, tu étudiais dans quelle branche? En fait, je suis venu faire mon MBA au Québec, à Laval. OK. Donc, en gestion. Puis la bourse d'études, tu l'avais de Haïti ou du Québec? D'Haïti. OK. Alors, tu t'es envenu ici, mais ça doit demander quand même pas mal de courage de partir comme ça 1 an, et plus, un MBA, c'est 2 ans? Effectivement, c'est 2 ans. Oui. Du courage, oui. Oui. C'est parce que on quitte son chez-soi, on quitte sa famille, et puis on décide d'aller dans ce nouveau pays, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc, c'est sûr et certain, ça prend beaucoup de courage. Mais en même temps, ça a été aussi une expérience grandissante aussi, parce que ça m'a permis de laisser ma zone de confort pour venir adopter cette terre d'accueil-là et que présentement, j'ai aucune idée d'abandonner. Quand tu es arrivé, selon toi, le fait de partir puis de t'en venir, puis en même temps, les études au MBA, c'est quand même pas très facile. Non, c'est très demandant. C'est très demandant. D'après toi, ça a été quoi ton attitude à succès qui a été la plus probante pour toi? Très bonne question. Je te dirais que une fois que j'avais choisi de quitter Haïti, donc je m'étais dit au sein de moi-même, le lâcher-prise va être très important. Dans la mesure où d'avoir une grande ouverture d'esprit. Donc je pense que ça a été la clé du succès, d'avoir cette ouverture d'esprit-là, et puis d'accepter les choses telles qu'elles allaient venir, et puis par après, de faire avec. Donc, ça m'a grandement aidé, et je te dirais, pour réussir mes études, et deuxièmement aussi, ça m'a aidé aussi à créer des liens à Québec avec des Québécois. Donc, en créant ces liens-là, ça m'a permis de mieux connaître le pays, de découvrir la terre d'accueil, et puis, en grosso modo, je te dirais que ça a été vraiment un lâcher-prise total. Et puis, ça a enlevé tout le stress qui accompagnait ce départ-là. Là, je vais te poser la question qui tue. Oui, okay? Je t'écoute. Est-ce que le Québec, face aux gens de couleur, on est aussi ouvert qu'on le pense, ou si ça crée encore des différences, ou toi, tu ressens des différences? La question est très belle, elle est pertinente. Si je vais être franc avec toi, la réponse est oui. La réponse est oui, et en fait, oui, dans la mesure où je pense que le Québec est une terre d'accueil qui est très ouverte. Donc ça, personnellement, là, basé sur mon vécu, c'est ce que j'ai ressenti. Mais est-ce qu'il y a encore des gens fermés encore au Québec? La réponse est également oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que la très grande majorité des Québécois que j'ai eu le plaisir de rencontrer sont des gens totalement accueillants, totalement ouverts, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore des gens, malheureusement, quoique c'est une minorité, des gens qui sont encore relativement fermés par rapport à l'immigration. Donc, est-ce que c'est du racisme? Peut-être pas. Est-ce que c'est de la crainte? Ça se peut. Donc, mais en grosso modo, le Québec est une terre d'accueil, une très belle terre d'accueil.
Là, tu es arrivé, tu as fait ton MBA, mais tu as fait autre chose. Tu as des titres, je suis impressionnée, mais des titres dans le tiroir, ça vaut rien. Fait que, on les étale sur le bureau. Alors, tu as étudié comme planificateur financier. Effectivement. Ça demande quand même beaucoup. Beaucoup. C'est Un planificateur financier, c'est pas juste le MBA. Là. Non. C'est au-delà de ça. C'est beaucoup. C'est un diplôme de 2e cycle. D'autant plus que les règles ont été changées depuis 2005. Donc, pour avoir ce titre-là, donc c'est de plus en plus difficile de l'avoir. Ça a été de très longues études pour avoir ce titre-là. Puis ça prend beaucoup de rigueur. Ça, on n'a pas le choix. Mais la rigueur, je l'avais déjà, entre guillemets, parce que le fait que j'ai eu le privilège d'avoir une bourse d'études, donc ça témoignait déjà que j'étais quelqu'un qui avait une belle rigueur. Okay. Donc, je l'ai juste utilisé pour aller chercher tous les autres titres par après que j'ai acquis dans ma vie professionnelle. OK. Autre titre, on en parle? De conseiller en placement. Conseiller en placement, oui. Donc, j'ai également été chercher le titre d'administrateur agréé pour être membre de l'ordre aussi au Québec. Donc, tu es membre de l'ordre des administrateurs agréés. Là, je ne le suis plus, mais par le passé, j'ai été également cherché à ce titre-là. OK. Et présentement, je suis en train de finir une formation là, pour aller chercher le titre de la licence en gestion de portefeuille. En gestion de portefeuille. Et ça, c'est quand même des titres dont c'est une minorité au Québec. On regardait l'autre fois, je pense, ensemble, on était au centre du Québec, on était autour de 5, entre 5 et 10, là, c'était pas beaucoup, là. En fait, effectivement, si on regarde le milieu financier en tant que tel, là, donc, être conseiller en placement, ça fait partie d'une minorité. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, donc tous les titres se ressemblent. Mais en grosso modo, la réponse est non. Donc, être planificateur financier également, ça fait partie d'une minorité de gens qui possèdent ces titres-là. Un des éléments qui m'a impressionné de toi, oui, il y a ton courage de t'en venir ici, parce que moi, j'aurais eu de la misère à dire je quitte ma famille pour un autre lieu et m'installer. Vraiment, ça prend du courage. Mais aussi ta rigueur dans le travail que tu fais, puis la générosité de tes informations. Parce que quand on parlait ensemble, on fait partie d'un même groupe social. Effectivement. Puis quand on parlait ensemble, tu nous as dit, allez vérifier sur tel site, puis vous allez voir la qualité puis les lettres de noblesse de votre planificateur financier ou votre conseiller financier. Et ça vient nous donner quand même pas mal d'informations. C'était quoi le site déjà pour que les gens soient... Hein? En fait, c'est logique ailleurs. Ouais. Quoique, l'emploi du travail, là, donc c'est en principe... En principe, tous les gens, en principe, qui font affaire avec un conseiller, quel qu'il soit, devraient prendre le temps d'aller sur le site, par exemple, de l'Autorité des marchés financiers, d'aller valider, d'aller vérifier quel titre que possède son conseiller en placement, son planificateur financier, de regarder est-ce que les gens avec qui on fait affaire, est-ce qu'ils sont réellement accrédités. Parce que ça va éviter bien de la fraude. De personnes qui, tu sais, des fois on entend parler de « moi j'ai investi, j'ai donné de l'argent, puis je pensais que… » Puis finalement, à la fin, on se rend compte qu'on n'a rien accumulé ou que la personne est partie avec nos biens. Et c'était pour son bien à elle et non pour notre bien à nous. Alors, ce qu'il dit là, c'est vraiment, vraiment important. Puis j'ai apprécié cette générosité-là. Merci beaucoup. Merci. Mais quand on te demandait pourquoi tu es aussi généreux que ça, comme toi, c'est quoi? Là, tu m'as parlé de tes valeurs. Et là, on a découvert un homme particulier. Parle-moi de ça. En quel sens? Bien, tes valeurs. Tu m'as parlé, tu as dit que tu aimais ça donner. La famille est importante, que le lien que tu créais avec ton client était super important, que tu devais être généreux. Tu n'étais pas là pour vendre des placements, mais conseiller tout simplement. En fait, je te dirais que une grande partie des valeurs que j'ai présentement là, viennent de ma mère. J'ai été élevé par une femme. Donc, oui, j'ai eu un père comme tout le monde, mais celle qui était présente à la maison, qui était là pour m'éduquer, a été ma mère. Et toutes ces valeurs-là que j'ai, de générosité, des valeurs de partage, c'est elle qui m'a légué tout ça. Parce que pour elle, c'était important de redonner à la collectivité. Et ça, j'ai appris ça beaucoup d'elle. Tu as encore des contacts avec ta mère? Malheureusement, elle n'est plus là.
OK. Elle n'est plus de ce monde. Donc, je me donne comme mission d'essayer de continuer à faire le travail qu'elle m'avait, entre guillemets, demandé de faire. OK. Bien, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci. Dans ton travail aujourd'hui que tu as à faire, avec tes enfants, avec ta femme, avec le milieu de travail dans lequel tu es, Ouais. c'est quoi l'attitude à succès qui est la plus importante pour toi? Comprendre les gens. Comprendre. Les gens. C'est la base. Parce que les gens, quels qu'ils soient, quand ils viennent nous rencontrer, quels qu'ils soient de la famille, qu'ils soient un ami, qu'ils soient un client, ce qu'ils veulent avant tout, est-ce que l'autre me comprend? C'est ça qui est important. Donc, si on comprend les gens, on prend le temps d'abord de les comprendre. Et pour les comprendre, il faut les écouter. Donc, on est dans un domaine où on aime beaucoup parler, mais si on prend le temps d'écouter les gens, écouter leur histoire, écouter ce qu'ils ont à nous dire, je te dirais que ça, dans mon cas à moi, c'est une des choses qui fait mon succès. Parce que si on les comprend, ça va être plus facile par après de les aider. Mais si on ne les comprend pas, on a l'impression d'avoir travaillé dans le vide. Donc, comprendre les gens, pour moi, c'est l'étape numéro 1 pour faire le travail que j'ai fait en ce moment. Bien, c'est très inspirant. Merci. Vraiment. Présentement, quand tu parles de comprendre les gens, pour toi, quand vous étiez à Haïti, c'était-tu le français, ta langue seconde? Effectivement. OK. Alors, quand tu es arrivé ici, est-ce que le français qu'on a au Québec était une barrière? Non, pas du tout. Non? Pas du tout, parce que Haïti... Parce qu'ils disent toujours en France, tu sais, qu'ils ne nous comprennent pas. En fait, si on regarde à l'échelle mondiale, tous les pays francophones vont avoir leurs propres accents. Oui. J'en ai un. Tu en as un. Les Français, on en a un également. On va tous avoir nos accents différents. Mais est-ce que c'est une barrière? Non. Parce que quand j'ai eu le privilège d'étudier à Québec, donc j'avais des amis sénégalais, j'avais des amis camerounais, des amis qui viennent du monde arabe, des Québécois, des Belges, mais tous, on se comprenait très bien. Donc, de ce côté-là, non. Fait que tu as des contacts internationaux. Je ne dirais pas ça, je dirais que je connais des gens. Toujours dans l'humilité. Je connais des gens. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu fais ton travail, tu rencontres les gens, puis tu as aussi des projets qui font que tu veux éduquer, tu veux donner de l'information. En fait, c'est une mission. C'est une mission. Parle-nous de ta mission. Aider les gens, les éduquer, les informer. Et donc, pourquoi? C'est parce que si on arrive simplement pour offrir une solution, comme certains l'appellent dans le milieu, à un client en particulier, la question que moi-même je me suis posée par le passé, OK, une fois que la solution a été choisie, on fait quoi après? On fait quoi après? Parce que les gens ont des besoins. Et ces besoins-là, ils sont illimités dans la vie. Donc, rendu là, de quelle façon on peut les aider? Et c'est là que je me suis rendu compte, pour mieux aider les gens, pour mieux les accompagner, il faut d'abord commencer par les éduquer. Donc, en les éduquant, donc ça a été beaucoup plus facile par après de mieux les comprendre. Et aussi, en les éduquant, ça a créé une proximité qui est plus forte que si je n'avais pas choisi de faire ce choix-là. OK. Alors, moi, j'ai écrit une carte pour toi. Okay. Merci. Ouais. Et la carte, ce que je dis, c'est la résilience. C'est l'art... C'est bien, hein? Ouais. Ce n'est pas long encore, là. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Donc, vous êtes tout un capitaine, Monsieur Dumais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est de la poésie, c'est très beau. Mais tu trouves-tu que tu ressembles à ça? Je suis quelqu'un de très humble dans la vie. Difficile de dire oui. Même lorsque je pense que c'est oui, c'est très difficile de te dire oui. Mais je suis en accord avec ce que tu as écrit. Bon. Il ne comprend pas des compliments facilement. Hein? Alors, écoute, moi, ce que je veux te dire, c'est que je trouve ça inspirant parce que de voir quelqu'un qui arrive un petit peu comme ma famille. Ma famille, à moi, était d'Arménie.
Puis quand ils sont arrivés ici, mon grand-père est arrivé, il était en jeune âge, là, dans les 15-16 ans. Et puis, il a travaillé beaucoup, il a travaillé fort, il a fait du porte-à-porte. Puis à un moment donné, il s'est ouvert un petit magasin général. Puis à un moment donné, il a travaillé très, très fort pour pouvoir arriver à se faire une place dans une nouvelle communauté. Puis moi, ce que j'admire, c'est que j'admire quelqu'un qui part, qui laisse tout derrière, parce que c'est ça que ça l'implique, là, OK? Et puis, qui s'en vient ici, qui étudie, mais en même temps qui s'intègre vraiment bien dans la communauté, puis qui participe au développement de la communauté. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que la réponse est simple. C'est mon nouveau chez soi, le Québec. Donc, j'ai aussi l'obligation, en fait, le Québec m'a accueilli, le Québec m'a reçu, les bras ouverts. J'ai aussi l'obligation de faire de cette terre-là une meilleure terre aussi, de léguer à mes enfants, de léguer à mes petits-enfants. Donc, c'est très important de s'impliquer dans la collectivité. C'est la seule façon, si on veut aider la collectivité à avancer, à progresser. Alors, quand tu rencontres maintenant, on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de gens qui viennent s'installer chez nous à Victoriaville. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Moi, je leur dirais deux choses. La première, il faut avoir une attitude positive par rapport à tout ce qu'on peut surmonter. Donc, c'est la première étape. Si on a une bonne attitude, on va être résilient et puis on sera en mesure de faire face aux événements. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Parce que si on a choisi de quitter son pays natal pour venir dans un pays d'accueil, c'est parce que, quelque part, on avait une vision. Et cette vision-là, ou un rêve, appelons-le comme on veut. Donc, il faut rester s'accrocher à ce rêve-là. Donc, en ayant une bonne attitude et en restant accroché à notre vision ou à nos rêves, ou à notre rêve, si tu veux, donc, je pense que ça nous permettrait d'être sur la voie de la réussite, sur la voie du succès, et aussi en même temps de bien embrasser la terre qu'on a choisie pour s'installer aussi. Honnêtement, il faut que je te dise que ça me fait chaud au cœur de t'entendre parler de cette façon-là. Je trouve ça intéressant. Quand tu es arrivé, toi, l'hiver, ça t'a fait quoi? Ça a été très dur. Ah oui? Ça a été très dur le premier hiver. Ça a été très dur. Parce que l'hiver, il y a une différence entre un hiver qu'on regarde qu'on regardait à la TV. Parce que regarder du moins 10, du moins 15, du moins 20, c'est totalement différent le vivre. Oui. C'est pas pareil. Ben, c'est parce que quand tu le regardes à la TV, ça fait tout blanc pareil. Mais quand tu le vis, c'est pas le même degré. En fait, quand c'est blanc, je trouve que c'est beau. La neige, c'est très beau à regarder. Le froid, c'est totalement différent. Ouais. Donc, vivre le premier hiver, surtout à Québec, ça a été très difficile. Mais, comme je dis souvent, on n'est pas sur au travers. Parce qu'il y a des endroits dans le monde, malheureusement, mais si j'ai pris mon propre pays, donc il n'y a pas un hiver, mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui auraient aimé vivre l'hiver à la place de ce qu'ils vivent présentement. Donc, est-ce qu'on peut passer au travers? Oui. Et comme le dit souvent ma belle famille, Alex, si on s'habille chaudement, il n'y a aucun problème. Donc, oui, ça a été très difficile, le premier hiver. Mais maintenant, je vous dirais en ayant deux jeunes enfants, donc en l'hiver, maintenant, je commence à l'apprécier davantage. Parce que je peux sortir, aller glisser dehors, jouer dans la neige, chose que je ne faisais pas auparavant. Ah ben, coudonc. Fait qu'il y a des côtés positifs à tout. Nous autres, quand on chiale pour l'hiver, en fait, dans le fond, on chiale le ventre plein. Parce qu'il y a bien des gens qui aimeraient ça vivre notre hiver. Mais c'est humain, ça. C'est très humain. C'est très humain. Hein? C'est très humain. On est tous pareils. On n'est jamais content de ce qu'on a. Non, l'humain ne sera jamais satisfait de ce qu'il a. C'est humain. Alors, on a parlé de l'immigration, ce que tu leur dirais. Maintenant, comment toi, tu vois, quand tu entends quelqu'un qui est pas content, qui chiale, qui se complaît dans le malheur, ou qui en parle beaucoup de ces... Parce que là, tu sais, toi, là, c'est sûr, tu places de l'argent, mais là, en cours, il faut en avoir de l'argent là, pour la placer, là, quand même, là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dirais, si on passe notre temps à se plaindre, en fait, ça attire du négativisme. Plus on va passer notre temps à se plaindre, malheureusement, c'est plus on va tirer sur le négativisme. D'où pourquoi tantôt j'avais dit il faut avoir une attitude positive. Donc je pense que ça part de là. Se plaindre est facile. Monsieur,
retrousser les manches et puis décider d'aller de l'avant, c'est peut-être plus difficile. Mais c'est la voie à choisir si on veut grandir. Donc, se plaindre, personnellement, quelqu'un qui choisit de se plaindre, la première question que moi je lui poserai, pourquoi vous vous plaignez? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pensez-vous que vous êtes la seule à vivre ça dans ce monde? La réponse est non. La troisième question, croyez-vous qu'il y en a qui l'ont vécu, mais qui heureusement, ont pu passer au travers? Si la réponse est oui, pourquoi se plaindre? Si eux, ils l'ont fait, vous pourriez le faire aussi. Oui. Ce que tu me parles là, ça s'appelle, en coaching, on appelle ça la modélisation. On regarde une histoire qui a suivi des traces qui ressemblent aux nôtres, à laquelle on peut s'identifier. C'est un peu ça l'émission Hommage aux As, c'est de vouloir s'identifier à une personne qui s'en sort, et là de dire, OK, si lui peut, comment il a fait ça, puis qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, tu sais, moi quand j'entends, ben oui, mais lui il a de l'argent, fait qu'il y en a à placer. Ben, OK, c'est correct, mais ça n'a pas commencé en disant, je vais placer 100 000. Ça a commencé par, je vais placer 5 puis après ça, je vais placer 10 Puis, fait que c'est vraiment en faisant des petits ajouts, mais constants. Toujours, sans arrêter. Effectivement. En fait, c'est bien vrai ce que je dis, Lise, parce que si je regarde présentement le portrait de ma clientèle actuelle, c'est vrai, c'est des gens qui sont extrêmement riches. C'est vrai. Mais je ne connais aucun parmi eux qui sont nés riches. C'est des gens, il n'y a aucun qui est né riche, pardon. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont accumulé ce qu'ils ont accumulé là. Donc, est-ce que la vie a été facile pour eux? Je ne pense pas. Donc, c'est des gens qui avaient sûrement une vision et puis qui se disaient, si je veux atteindre mon but, je n'ai pas le choix de faire ce que j'avais à faire. Et puis, ils l'ont fait. Donc, mais si eux avaient choisi de se plaindre, les résultats auraient été tout autres aujourd'hui. Donc, pourquoi quand je tombe sur quelqu'un qui se plaint, même à la maison, même mes enfants, ils sont petits, quand il y en a un qui se plaint, je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mais ça va rapporter quoi en bout de ligne? Pas grand-chose. Tu sais, se plaindre, ça demande de l'énergie. Mais ça attire aussi de l'énergie négative aussi. Oui. Alors, cette énergie négative-là, si, mettons, par exemple, considérant ce que tu dis, alors, se plaindre, c'est négatif, puis ça amène de l'énergie négative. Donc, si je le vois positif, je vais attirer de l'énergie positive. Effectivement. OK. Puis c'est la même, ça demande le même énergie, là. C'est le même gaz que ça demande. Donc, si je mets mon gaz positif, je vais accumuler du positif. Fait que si je mets mon gaz à petit prix, à petit coût dans ma banque, à un moment donné, je vais avoir beaucoup de gaz. C'est sûr. L'énergie positive apporte une certaine légèreté. L'énergie négative apporte de la lourdeur. Oui, c'est vrai, puis c'est vraiment comme ça. Bien, moi, j'aime ça, ce que tu dis, beaucoup. Parce que c'est... puis, je sais que présentement, il y a des sites qui existent, que vous faites des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone, qui fait que vous pouvez, à chaque fois que vous dépensez un sou, bien, il arrondit, puis il met mettons que vous dépensez 1,28, alors il va aller chercher l'arrondissement à 2 $ pour le mettre de côté. Et puis, c'est fou, mais ça ramasse, sans s'en rendre compte, à coût de 25 cents, puis de 50 cents, puis de 75 cents, ça ramasse plusieurs dollars à la fin du mois que tu n'aurais même pas... Mais ça découle d'une chose, ça découle d'une vision, encore une fois. C'est vrai que c'est une vision. C'est une vision maintenant, par après, ça va être quoi la stratégie pour y arriver? Effectivement. Et puis, en faisant ça, comme je le dis, on ne se rendra même pas compte qu'on avait accumulé une certaine somme d'argent. Donc, mais ça prend la vision. Est-ce que j'ai une vision? C'est quoi la vision? Où est-ce que je veux être? Dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Mais tout part de là. Une fois qu'on va avoir la bonne vision, on va s'arranger pour trouver la bonne stratégie. Alors, je vais t'offrir, moi, cette plante-là. Merci. Qui est une plante tropicale. Regarde, touche. Qui vient d'Haïti? J'ai aucune idée. J'aimerais ça te dire oui. Mais si tu touches à ces pétales, tu vois, elles sont très, très caoutchouteuses parce qu'ils sont hyper résilientes. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, puis elle peut passer, elle va pousser partout. Okay. Alors, puis moi, ben, ça me faisait penser à toi. Merci. Les as qui viennent à l'émission, je leur offre cette plante-là parce que je trouve que ça me fait penser vraiment à la résilience. Ouais. Et elle va grandir, elle devient très, très belle et très fournie et vraiment magnifique. Elle a 2 couleurs, j'aime ça. Alors,
Ça me fait plaisir de te l'offrir. Merci Puis, beaucoup, Lise. merci vraiment d'avoir accepté de venir à l'émission parce que pour moi, tu es vraiment un as. Merci. Tu as très bien réussi et ce n'est que le début. Ouais, ce n'est que Je le le début. sais, ce n'est que le début parce qu'on va te voir dans les grandes sphères de la finance. D'ailleurs, tu n'as pas reçu un prix dernièrement. Tu es entré dans le club du président RBC, qui est quand même un club très sélect. Alors, tu sais, des fois, on a des personnes super importantes à côté de nous, puis on ne le sait pas. Ben, moi, je suis un ami d'Alex. Alors, n'hésitez pas si vous avez le goût de lui poser des questions. Il est très ouvert, il est très gentil, très accessible. Merci. Merci beaucoup, Alex. Ah, moi, je te remercie. Merci. Merci encore, Lise. Alors, à vous à la maison, je vous dis à la semaine prochaine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.